Ça, c'est une vraie raquette de... En tout cas, ça a été une vraie raquette de compétition. C'est un vrai bois. C'est des vrais revêtements. Hop. Oh, bien joué. Ah. Dans le temps, j'étais classé 35. J'étais plutôt un joueur genre de contre-attaque. Un peu bizarre, oui. J'ai appris un peu sur le tard. Mon frère était très bon. Alors, la défense, c'est basé sur beaucoup de balles coupées que tu envoies de très loin. Hop. Ça, c'est de la poussette. Non, mais il y a une grande élégance dans certains des joueurs les plus élégants du monde. Au ping-pong sont des défenseurs. Alors, c'est intéressant du point de vue physique, hein, le ping-pong. Avec le fameux effet Magnus. L'effet Magnus, c'est ce qui déforme la balle. Ça, c'est la balle qui tourne. Le vent apparent, si la balle va dans ce sens, le vent apparent est dans ce sens. Si la balle tourne comme ça, et que le vent est comme ça, eh ben, il va être ralenti sur le dessus, accéléré sur le dessous. Quand c'est ralenti, la pression est plus importante. Donc, hein, la densité va être plus forte, la pression plus importante, et la balle va avoir tendance à se rabaisser. C'est le principe du lift. Au contraire, dans l'autre sens, une balle coupée, elle va avoir tendance à remonter. La pression s'exercera plus forte en dessous qu'au-dessus. Voici du lift. Tu vois que ça redescend. Non, il n'y a pas de formule. Hein. Attends. Si tu comptes sur les mathématiques pour faire progresser le ping-pong, t'es pas rendu, mon gars. Alors c'est la nuit, on peut pas encore trop juger de combien ça grouille. Ce matin à Bangalore, le marché c'était vraiment extraordinaire. Hein. Toutes les couleurs, alors les odeurs, épatant. Hier, avant-hier, pendant la nuit, je te jure, on revenait du restaurant, il y avait ça flambait sur le trottoir. Personne s'en émouvait, je pense. Pourtant, normalement, je parle bien, hein. Je suis fils de prof de lettres. Hein. Je fais pas de faute d'orthographe, je fais gaffe à ce que je dis. Tes deux parents? Mes deux parents. Ma mère, elle disait, c'est la cigogne qui les apporte, hein, mais on sait pas ce qu'ils vont faire, les enfants. Donc moi, c'était les maths. Supreme. Now the bus for West Northern. I'm sorry, I forgot my registration ID number. If I give you just the name, you can give me the number? Yes. My name is Villani. Just give me a moment, sir. Okay, sure. Sir, you have a kit coupon. You can give it there and collect your kit, and you have a lunch coupon for which you can get lunch from tomorrow onwards. Okay. Have a Everything nice- okay? Yes, sir. Thank you very much. I heard your name, sir. Sir, I heard that you are a potential fields medalist, sir. Sorry? You are a potential fields medalist, I heard, sir. Some people say so. Sir, I heard your name. Okay. So, nice to meet you. Okay. I'm very glad to be here. D'abord, quand tu reçois le coup de téléphone, tu te dis... Oh. Et puis après, une fois le téléphone raccroché, tu te dis... Et si c'était un canular? T'attends la confirmation par mail, tu dis... Ah, ouf. Et tu te dis... Quand même, petit à petit, lentement, d'autres confirmations arrivent. Et puis, t'as le droit de rien dire. Quand les gens parlent de médaille Fields, tu fais l'innocent. Ah bon, qu'est-ce que tu crois? Les gens te souhaitent bonne chance. Tu dis... Oui, merci. Et tu peux rien dire.
Je ne sais pas si j'ai le droit de te dire félicitations, mais je suis très heureux en tout cas. Bon. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Normalement, c'est censé être secret jusqu'à demain. Et c'est secret, c'est secret. Ils sont en train de filmer faire un documentaire de toute façon. Ils Ah, suivent d'accord. quelques-uns, Jean-Pierre aussi, Ah, quelques d'accord. autres. Congratulations. Quelle surprise inédite. Surtout pour toi, Ouais, surtout pour moi. qui avait eu l'embargo levé avant terme. Voilà. Ah, ça c'est bien ça. Non mais c'est très très bien. Ouais, on va voir. On va voir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, let's go. Thanks. One photograph. I got the best. Oh, very nice. I like your bowl. You like the Yeah, I like it. Where did you get it? I have them made specially for me in Oh, Europe. definitely. The Thai, you're special. Oh no, this thing I buy in a special store that is specialized in clothes for actors, you know. That makes sense. That makes So, sense. you know what? I've never seen anything quite like it. You really are a mathematics rock star. Wherever you go, people are asking for I'm, your autograph. Yes, soon it will be more like the. I think I'm sure for Terry Tao it's much worse even. Really? Oh yes, I think when he goes to China, it's like the Beatles. I can imagine the fans screaming and so on. But But, do you uh, get this in Paris as well, or is it just here that everyone wants your autograph and a picture taken with you? Okay, let's make it clear first. The Fields Medal is change of status. All of a sudden, you're in the center of all the attraction. So that changes things. Okay. It depends on the country too, but in some countries it's more. In Italy, I was recently a lot of pictures. In Paris, no, although it happened to me on the street that some guy at some point stopped me and said, "Hey, I recognize you, you're a famous mathematician, right?" Also, That has to do with the look, right? I always have this signature spider and a bow tie or something. So and why is that? Is that something because it's French, or was it just you? no, it is just me. Yes, it is instinctive. I started to. On entre par ici. Une fois tout le monde déjà installé, on est accompagné. Celui-ci. A priori, c'est celui-ci mon siège. Il y a la présidente qui arrive. Tout le monde se lève. Il y a une flamme qui est allumée. On commence toujours en allumant une bougie. À un moment, le président nous appelle les uns après les autres. On va tranquillement. On monte les marches. Et puis au moment où on demande au président de donner la médaille, on se dirige vers la présidente. Attention, jamais tourner le dos à la présidente, jamais tourner le dos au public. Donc on garde un angle droit. Une nouvelle inclinaison, 3, 4, et puis on peut rejoindre la tapisserie. Et c'est ça qu'on fait, tapisserie. I was looking on your website, and you list your 5 scientific heroes, who are Boltzmann, Maxwell, John Nash, Katz, Alan Turing. Now, 2 of them committed suicide, and 1 of them struggled with mental illness. You don't have to be a little bit mad to be a mathematician. You don't have to be a little bit mad to be a mathematician. But it helps.
I will not say anything like this without my lawyer. Okay. Issue. Let's make a think of famous. You can find many famous writers or poets or artists who committed suicide. To think of Mayakovsky, think of me. There are many ones that you can quote that also had violent death. It's not related to mathematicians. Maybe it's related to people who are creators, to people who live very intensely. If you accept life that is there and just live your own quiet life, then of course you don't have problem. If you fight against the world, against the unknown, if you are an explorer, then it's much more complicated. You're one of the Fields Medal. You say that math is incredibly broad. I'm interested in how much you would understand of all the other speakers here. I mean, just say there were 100 talks. What number of talks do you think you could go to and understand? This is an interesting question, and it depends on your definition of understand. Understand really finely, just a few. But have a good idea of what they do, and understand what are their problems, and a bit of their techniques, maybe a half. But still, that's only half. In history or literature, at a similar convention, you'd be able to understand everything of the other person. There's something special about maths, then, that means that it's the same subject, but you can't really talk to each other. We can talk to many people. We can talk to a lot of each other. Just it takes a bit more. It's like, let's say, in mathematics there are several different spirits, let's say. It's a bit like different languages. Imagine you are an expert in linguistics, you know a lot of languages, you can't know all of them. Maybe you know all European languages, maybe the Asian languages, but you won't know about the African languages. Well, that's a brilliant analogy. How many languages are there in mathematics? Okay, very broadly speaking, you distinguish between analysis, geometry. Okay, but you just throw a number out there. Okay. 5 languages, 10, 100? 5, 6, 7, not more. And how many do you speak? 3, 4, okay. Well, that's still pretty good. Thank you. Mathématiques, c'est quelque chose de très paradoxal, hein. Ce qu'on en retient souvent, c'est que c'est très rigoureux. C'est le premier contact dur, on fait une faute de calcul, une faute de raisonnement et pas qu'on est puni. Mais en même temps, c'est très rigoureux, en même temps, c'est extrêmement imaginatif, hein. Les mathématiques, les vraies mathématiques, il faut trouver une idée, quelque chose qui sort de là. C'est pas appliquer des règles. Ça, c'est la mort des mathématiques s'il s'agit d'appliquer des règles avec grande précision. Même à l'école, c'est très important qu'on comprenne bien, mathématiques, c'est avoir une idée, une invention. Bon, mathématiques, donc, c'est à la fois rigoureux et inventif. C'est une activité solitaire parce qu'on réfléchit tout seul. Hein, on dit que la corbeille à papier, c'est le meilleur ami du mathématicien. Parce que c'est toujours faux ce qu'on essaye. Mais pourtant, c'est une activité sociale, hein. Les mathématiciens passent leur temps dans des colloques, ils échangent des idées. C'est paradoxal, ça aussi. Et puis, les mathématiques, c'est abstrait. On ne comprend pas ce que ça représente des fois. Tu dis une définition, tu dis, mais qu'est-ce que c'est ? Même dans les articles de recherche, moi, je lis les articles des collègues, des fois, je vois un truc qu'il introduit, je me dis, pourquoi il introduit ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, à un moment, je peux me rattacher à quelque chose, je comprends le sens qui est derrière. Et puis, ça a beau être abstrait, ça s'applique avec une efficacité invraisemblable au monde réel. Et puis c'est universel. Donc c'est dur à appréhender, hein. Il faut du temps pour appréhender toutes les facettes. Welcome to the French reception.
Good evening. Nice meeting you, sir. Congratulations. Thank you very much. I come here, they told me it would be a good idea if I sign the copies of... Yeah, please, sir. Please. Okay, Hi. Hi. Congratulations to you. thanks a lot. Okay, so wow. Where did you get this? Spider? It's from France. I have them made specially for me. That's neat. I like that very much. Uh-huh. I'm glad you like it. Okay. What is good formula for to dedicate? Enjoy your reading. Here, you think it's good? Yes. Here or here? What is best? This Here. would be best. Okay. Thank you. Oh, I remember you. Thank you. Thank you. Thank you. Ok. C'était une partie de ma vie, ce bouquin. Hein. J'ai travaillé en tout pendant 3 ans peut-être sur ce livre. C'était très obsessionnel par moments. Une fois où je voulais absolument avancer dans ce livre, j'avais un problème de batterie sur mon ordinateur, mais je ne pouvais pas faire autre chose, c'était maladif. Et j'ai passé tout mon voyage en train, dans les toilettes, pour pouvoir profiter de la prise rasoir. J'avais un cours à préparer, j'ai dit, ça fera 100 pages. Bon. Puis au fur et à mesure que je rédige le cours, je vois que dans les différentes sources, c'est pas bien traité, il faut que je refasse ça. Ça aussi, il faut que je réécrive. Et là, c'est pas bien fait dans les articles, je vais le refaire. Et petit à petit, tu te retrouves à faire tout. Et c'est le livre qui décide pour toi, hein, t'as pas le choix. Tant que le chapitre il est pas bien comme il faut, il y a une petite voix dans ta tête qui dit non, non, il faut que tu t'y remettes. Alors tu continues, non, non, c'est toujours pas bon. Et puis au bout d'années, de jours et de nuits de travail, ça y est, arrive un moment où tu dis, ça arrive, ça y est. Et j'ai bossé sur ce truc-là, certaines fois du matin au soir. Tiens, la fois où il a fallu le relire en entier pour la première fois, tu vois, pour vérifier la cohérence de notation, l'enchaînement, j'ai profité de vacances. Ma famille est partie en vacances, je suis resté à la maison. Je suis allé au marché. J'ai acheté un bon paquet de légumes. J'ai fait une grande marmite de soupe. Et ça a été ma nourriture pendant 1 semaine. À part le pain, évidemment. Le pain, c'est vital. Mais et du matin au soir, je lisais. Le matin, en me levant, je lisais, je corrigeais. Jusqu'au soir en me couchant. Comme ça pendant 1 semaine. C'est le genre de truc qu'il faut pour mener à bien le truc. Trouver le bon problème, c'est un travail énorme. Évidemment, il y a des tas de problèmes qu'on peut trouver, mais qui sont sans intérêt. Trouver quelle est la bonne question qu'on va se poser, c'est une très grosse partie du boulot. Quand on s'est lancé dedans, d'abord, on n'avait aucune idée que le problème était aussi difficile. Bon, au début, on n'avait aucune idée de quel était le problème. On s'est dit, tiens, on va aller là-dessus. Puis on a cherché, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On ne savait pas trop, puis on a fini par trouver l'énoncé qu'on veut démontrer, après avoir, tu vois, cherché dans les livres de physique, puis se demander quel est le bon énoncé, qu'est-ce qui a un sens, qu'est-ce qui est pertinent. D'abord, ça nous a pris beaucoup de temps avant de comprendre qu'est-ce qui pouvait être pertinent. Et puis, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Une fois qu'on avait une conjecture en tête, on se met à la démontrer. Et puis, on s'est dit, ah bon, ça a l'air facile, on va faire comme ça. Et puis, c'était dur. Une difficulté, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis encore une autre. Au fur et à mesure, on tombait sur de nouvelles difficultés. Et puis, on trouvait comment les résoudre, à chaque fois avec des nouveaux ingrédients, ou des coups de théâtre, ou des coups de hasard. Et on était bien... Il y a eu une sorte de période d'état de grâce pendant plusieurs mois où chaque difficulté, on trouvait la solution dans un temps raisonnable. Moi, à Princeton, Clément était à Paris, on faisait tout par email, par téléphone de temps en temps, et puis on se complétait bien. Et puis le chemin est très important. Et d'ailleurs, il n'y a pas unicité du chemin. Des fois, quelqu'un trouve un raccourci vraiment, vraiment simple, tel que c'est pas un exercice, mais pas très loin. Eh ben, c'est beaucoup moins important. Même si la preuve est beaucoup plus simple, la preuve compliquée, elle est beaucoup plus profonde et riche.
Alors, si en mathématiques, tu as une preuve, un raisonnement qui après peut s'appliquer pour démontrer beaucoup d'autres énoncés, c'est beaucoup mieux que si tu fais quelque chose qui est spécifique pour un problème. Spider is of some glass or just for luck? Oh, this is secret. Secret. What symbol? What's Yes. This is not very. It's simple. It's like beads or something. It's simple. I have something like 6 of them. I see, yes, I Different noticed. colors, This is different Swarovski? No, no, Swarovski no, no, glass? no, 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 no. Just some blue glass. Yes, 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 yes. What are you working on? Well, I prepare my talk. Oh. Yes. This is multi slides. So about, what is quasi-hyperbolic metric? No. Quasi-hyperbolic metric, well, it is actually, in special cases, hyperbolic metric, but it is, well, let me show you. Just need to explain it. So this is quasi-hyperbolic metric. If you consider infimum of all. Ok. Il y a l'axiome, la conjecture, le théorème. L'axiome, c'est le principe de base qu'on ne peut ni prouver ni réfuter. Il se peut qu'il y ait des axiomes contradictoires, mais dire qu'un axiome est vrai ou faux, ça n'a pas de sens. On peut accepter un axiome ou pas. Existence de Dieu. On n'a aucun moyen de prouver que Dieu existe ou de prouver qu'il n'existe pas. Donc c'est un axiome. On dit je crois ou je crois pas. On ne peut pas réfuter, ni l'un ni l'autre. Bon. Ça, c'est un axiome. Alors à partir du moment où on accepte l'axiome, il y a des choses qui s'enchaînent logiquement. Une conjecture, c'est un énoncé qu'on pense vrai. On est convaincu que c'est vrai, mais on ne sait pas le prouver. Et puis un théorème, on sait le prouver. Un théorème ou une proposition ou un lemme. Alors, qu'est-ce qui est théorème? Qu'est-ce qui est proposition? Qu'est-ce qui est lemme? Qu'est-ce qui est corollaire? Il y a des discussions là-dessus, c'est une question de goût. Quand c'est important, on l'appelle théorème. C'est tout dans les nuances. Des fois, ça m'est arrivé d'argumenter avec les copains, ça devrait être un lemme, avec les collaborateurs par exemple, ça devrait être un énoncé, ça une proposition, ça un lemme, ainsi de suite, on n'est pas forcément d'accord. Il y a qui c'est qui m'a raconté un jour l'histoire de ces deux collaborateurs qui travaillaient sur un livre et puis ils entrent dans une discussion tellement animée qu'il y en a un qui finit par sortir un revolver. Il s'agissait de savoir si un certain énoncé devait être un lemme ou une proposition. Bon, c'est peut-être une légende, mais ça arrive ce genre de problème. Quand un mathématicien apprécie un résultat, à 80%, c'est la beauté du résultat qui compte pour lui. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau? Et ça va dépendre des époques aussi. Les goûts en mathématiques, ça change en fonction des époques. Les preuves qu'on faisait il y a 30 ans, c'est pas les mêmes canons que maintenant. C'est une émotion un peu qu'on ressent, oui, quand on lit l'argument, quand on s'imagine toutes les relations, on doit ressentir un sentiment. C'est un peu, je sais pas moi, on va faire encore dans l'art. On observe un tableau, on va être sensible par exemple aux détails fins, voir si les détails sont bien dessinés, on s'approche de près, et puis on regarde un peu plus loin, on est sensible au fait que les différents éléments s'accordent bien les uns aux autres, qu'il y a une composition d'ensemble, et puis on est sensible au mouvement d'ensemble, s'il y a de la puissance. Tout ça aussi on le retrouve dans une preuve mathématique. Les petits détails, la rigueur, la précision, la façon dont les différentes parties de la preuve communiquent les unes avec les autres, et si ça fait intervenir des façons différentes de faire des mathématiques, par exemple un mariage entre l'analyse et la géométrie, et puis on est sensible au mouvement d'ensemble. On ne veut pas que la preuve s'éternise trop, on veut sentir le mouvement, sentir un élan. Idéalement, mais ça c'est jamais vraiment ça, mais idéalement ressentir en lisant la preuve un peu l'émotion de celui qui l'a fabriquée.
Ça c'est moche, hein. Ça là. Ça c'est trop gros, c'est pas élégant. Là il y a un espace trop grand entre le grand thème et le petit thème, qui sait pourquoi. Là le G il est un peu trop mastoc. Là le R. Là, nickel. Des formules impeccables. Élégantes. Le T ici il est bien comme il faut. Le X. Avec les petits. Par exemple ici là on voit c'est un très beau boulot avec les bons pleins comme il faut. Et les déliés. Un bon exposé, c'est un film que tu déroules un peu, hein. Il faut arriver à maintenir une tension dramatique. Il faut que ça monte progressivement, qu'il y ait une introduction où on se familiarise avec les personnages, enfin les équations, qu'on comprenne quel est le problème, quel est le problème d'ensemble qui sous-tend l'exposé, comment on l'a résolu, quels sont les ingrédients clés qui vont arriver, et puis à la fin, la conclusion. Alors, dans un exposé, il doit y avoir un message ou deux messages. Alors qu'on dit des fois que les réalisateurs, ils détestent dire qu'il y a un message dans leur film. Qu'est-ce que c'est ? Non, j'ai prévu une heure pile. Je sais que je dois énoncer le principal théorème à la demi-pétante. Cédric Villani was born in 73 in Brive-la-Gaillarde. After graduating from ENS, he was appointed as a professor in the École Normale Supérieure de Lyon, France, in 2000. Since last year, he is also director of the famous Institut Henri Poincaré in Paris. When I met Cédric 10 years ago, he was already an analyst. Soon he became a probabilist as well. And more recently, he became a geometer too. I wonder when he will become an algebraist. As you know, his main contributions are to Boltzmann equations, to the geometry of the Monge transportation, and to the nonlinear Landau damping. This last topic is the subject of this talk. Cédric. Thank you very much. Is it working? Okay. Thank you very much, Etienne. It is extremely great honor for me to give this speech in front of this assembly. Right now, this is a very intense and emotional moment for me. And I'm thinking mainly of my collaborators and colleagues who have been so crucial in my scientific development over the past years. Now, the story which I will tell you is one that has started long ago and will continue for long. And let's start with the scientific revolution. 1684, Newton publishes the law of universal attraction. So you take two masses, they attract each other with a force proportional to the inverse of the square distance between them. You recover all the Kepler laws and other and explain motion. It's one unifying concept. This is so beautiful because with just one law, Newton would recover all the Kepler laws and other And here, this is like a great challenge, I think, for physicists and mathematicians in the future. Thank you. But it's so, the critical thing is in the linear analysis. Okay, you pay it also later in the technical proofs because you need to use the linear decay to compensate for the nonlinearity and so on. But later in the nonlinear analysis,
you don't take advantage of the sign of the interaction. I don't know if some advantage can be taken. My guess is no. My guess is No, at the moment you don't really use that. I see. no. Just wanted to say. Today is a really exciting time for mathematics and it's going everywhere. It makes it a bit difficult for mathematicians to understand each other because they are working in so different areas. But at the same time, mathematics is exploring new relations that were undreamed of. Pure and applied mathematics now is completely mixed. You cannot distinguish really one from the other. Physics and mathematics, the border is very blurred. It's going everywhere and future looks exciting. At the same time, looks a bit like you feel dizzy when you are on the frontier. Let's say you see all the problems in physics. Of all the problems in the real world, let's say, we know very, very little. There are many things we understand, but compared to what we would like to know, it's really like small islands in an ocean of unknown. Tout le monde a un avis sur les maths, oui. Oui. Même les autres scientifiques reconnaissent que les maths ont un statut spécial. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une citation d'Einstein qui expliquait que les mathématiques, parmi toutes les sciences, ont un statut privilégié. Et qu'elles inspirent plus le respect peut-être que les autres parce que les conclusions mathématiques sont immuables. Hein? Quelque chose qui est démontré en mathématiques, c'est démontré pour toujours. Les théorèmes d'Euclide, les théorèmes depuis les théorèmes d'Euclide jusqu'au théorème de Perelman il n'y a pas longtemps, par exemple. On est embourbé là, je crois, les sables mouvants. Alors, d'abord, il y a quelque chose, c'est que ça ne convient pas forcément à tout le monde. Ensuite, il y a la façon de l'enseigner, ça peut être très très différent. Et puis, il y a le syndrome des gammes, quoi. Qu'est-ce que j'appelle le syndrome des gammes? Pour devenir un virtuose au piano, il n'y a pas de secret, hein, il y a des heures d'exercice quotidien. Pour devenir un virtuose des mathématiques, il y a des exercices quotidiens aussi tout le temps. Il y a une souffrance qui est l'acquisition des réflexes techniques. Une fois que les réflexes techniques sont bien intériorisés, on peut commencer à être inventif. De la même façon qu'un interprète peut développer une interprétation très audacieuse, faire des improvisations une fois qu'il maîtrise bien la technique. Mais ça, c'est pas tant un problème. Ce qui est un problème, c'est l'application de la science en dehors de son champ d'action. Il y a beaucoup de gens qui essaient de récupérer ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que la science et la vérité mathématique est comme ça ou que la biologie est comme ça qu'il faut en tirer des conséquences sur l'organisation de la société. C'est pas parce qu'il y a la compétition des espèces qu'il faut forcément qu'il y ait de la compétition des acteurs économiques. Peut-être qu'il faut qu'il y ait de la compétition, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est pas à partir de la théorie de l'évolution qu'on va justifier ça. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir, bien sûr, toujours de quoi on parle. Toujours savoir de quoi on parle. Un peu d'instruction mathématique, ça aide justement à déjouer. Tout le monde devrait connaître un peu de statistiques pour apprendre à lire. On peut faire dire n'importe quoi aux statistiques.
Il suffit de la présenter comme on veut. Si on en connaît un minimum, on a peut-être l'esprit critique. On voit le chiffre, on se dit mais attention, la méthode de calcul, la façon dont ça a été estimé le sondage, méfiance, méfiance. Je vais te raconter une petite histoire. Aussi, oui, si on s'en tient un petit peu, on ne se laisse pas impressionner par l'argument d'autorité. Alors c'est cette histoire, peut-être que je t'ai déjà raconté d'ailleurs. En tout cas, ça coûterait de la refaire. Donc, voici Diderot, au XVIIIe siècle, un célèbre athée, n'est-ce pas ? Il était militant, il voulait convaincre les autres. Et donc un jour, il est en Russie, c'était quoi ? C'était la princesse ou quelque chose comme ça. Elle essayait de la convaincre, ça ne lui plaisait pas du tout, alors elle a appelé à son secours Euler, qui était là. Euler, c'était un héros en Russie, c'était le meilleur mathématicien de son époque. Ouais, il y a Diderot là, il m'embête, tu veux pas aller lui fermer son caquet ? Pas de problème, Euler, ça le faisait rire. Alors devant tout le monde, dans la grande réunion, il dit « Monsieur, A plus B, X puissance N divisé par N égale Y. Donc, Dieu existe. Répondez, s'il vous plaît. » Évidemment, ça n'a aucun sens. Mais Diderot, il ne comprenait rien, il ne connaissait rien, il n'a rien pu répondre. Il est parti vexé comme un pou. C'est la légende qui dit ça. Mais c'est comme ça. T'as le scientifique en face de toi qui connaît plein de choses, s'il utilise son autorité à tort et à travers, et si t'as pas de quoi lui rétorquer, t'es fichu. Si tu en connais un minimum, tu comprends qu'il abuse de son autorité et tu peux lui faire remarquer. Elle a oublié son chaperon. La route est semée d'embûches, et puis elle échappe par miracle à pleine catastrophe. Mais un ange gardien veille sur elle. Voilà, c'est le loup. Le pauvre loup, un sire folk, il a plus de dents. Enfin, ses dents se déchaussent et tout, c'est un grand malheur. Alors tu vois, il se lamente partout, il perd ses dents. Je crois qu'on le voit là, ouais, c'est ça là. Là, il est là, oh là là. Et puis il est au chômage évidemment. Побывать в Париже твой почетный долг. Только есть T'as vu les yeux et tout? на свободе волк. Folk. Хоть по приговору Il lui montre le portrait, Prestupnik. волк зубов шел. Regarde bien ma fille. День хороший. Жить не может он. Alors après, elle se balade, elle va amener par monts et par vaux la galette à sa mère grand. Il faut la voir. Affronter les obstacles. Ah, le chaperon. Il y a deux ans, le Wall Street Journal, il a fait cette étude. Ils se sont demandé c'est quoi les meilleurs métiers du monde. Et c'est mathématicien qui est arrivé en premier. Ils ont fait leur classement avec plein de critères. Ils ont tenu compte des salaires, des possibilités de promotion, de si c'est pénible ou pas, un paquet de critères. Et les mathématiciens sont arrivés au sommet de l'échelle. C'était pas les avocats, ni les médecins, ni les princesses, non. L'année suivante, mathématicien était un peu plus mal classé, 5e ou 6e. Je crois que c'est actuaire qui est arrivé en premier. Tu sais, les classements, de toute façon, les classements, il ne faut pas les prendre au sérieux. Le seul principe, c'est quand tu as un paquet de classements, tu choisis celui qui t'arrange. Aujourd'hui, le kilomètre 500 est défini. Ça va faire maintenant 6 mois que je suis parti. J'espère que la petite va mieux, le collège ça devient sérieux. Et que toi, chérie, tu ne t'ennuies pas trop. J'aurai sans doute un congé en juin, où ça donne à tous les chauffeurs d'engins.
lundi aussi, encore France Inter et France Info. FR3 Toulon mardi. D'abord, il y a une sorte d'image qui est en train de se construire, là, dont j'ai aucun contrôle, avec tous les journalistes qui font ci ou ça. Bon, je n'essaie pas de contrôler. Hein. Et puis, d'un certain point de vue, je vais être instrumentalisé au sens propre. Je ne dis pas ça péjorativement. Hein. On va essayer de m'utiliser comme instrument pour, en particulier, pour promouvoir les mathématiques, récupérer des crédits supplémentaires. Moi, je pense que c'est justifié, donc ça ne me pose pas de problème. C'est vrai que mathématiques pourrait avoir des moyens supplémentaires. Si on peut convertir un peu de la vague en moyens supplémentaires, ça sera... au moins, ça aura servi à quelque chose, toute cette agitation. D'habitude, je fais des rêves très compliqués et tortueux, mais c'est agréable. Et là, c'était plutôt angoissant. J'étais une sorte de particule dans un fluide, hein, et puis j'étais entré dans des tourbillons terribles. Il y avait des lumières un peu partout. J'étais entouré par des particules, et il y avait différents pôles qui essayaient de m'attirer, et puis il n'y avait aucun contrôle. J'ai rêvé ça en boucle pendant un certain temps. Il y a un changement de statut public qui arrive. C'est angoissant. Je crois que c'est bon là. On se dirige tranquillement. As you have already heard, the Fields medals carry the highest prestige in mathematics, and this prestige does not derive from the cash award, but from the awardees of previous Fields medals. They all have become monuments of mathematics recorded in our history books, and the work of the Fields medalists of this year belongs to this category. In alphabetic order is Elon Lindenstrauss of Hebrew University, Jerusalem, Israel, for his results on measure rigidity in ergodic theory and their applications to number theory. The second is Ngo Bao Chao from the University of Paris, Orsay, France, for his proof of the fundamental lemma in the theory of automorphic forms through the introduction of new algebro-geometric methods. Stanislav Smirnov at the Université de Genève in Switzerland for the proof of conformal invariance of percolation and the planar Ising model in statistical physics. And the last but not least Fields medalists is Cedric Villani for his proofs of nonlinear Landau damping and convergence to equilibrium for the Boltzmann equation.
Somehow you're born, French born in mathematics. My God. So, well, cher Cédric, félicitations pour votre prix en or. This is poljubac on Serbian. It means kiss. And smoke is also mwah. This is in Serbian also, kiss. And this is my name in Serbian, and this is. Okay. Okay, So- so mwah, mwah. We oui. kiss 3 times in Okay. Serbia. So once again, so that I do it right now. Okay, so we kiss, that's all. Well, maybe we will meet in France. Okay. If I come and see you then. Today I'm leaving, so I wish you Okay. everything the best, and it's my pleasure to meet you here. Thank you. So have a safe trip back Okay, and thank you, you enjoy too. Serbia. Okay, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Alors ça c'est les trucs précieux. Les boutons de manchette. La médaille. Aujourd'hui, Delis Georges sur France Culture, il a lu à la radio l'inscription sans dire ce que c'était et il m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire. Alors non seulement je ne savais pas ce que ça voulait dire, c'est en latin, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de latin, mais en plus j'avais même pas lu, je dois dire. La médaille, j'ai pas passé trop de temps à la contempler comme ça. Transire suum pectus mundoque potiri. Alors je sais plus, c'est levé au-dessus de soi-même. Et quelque chose. Alors, attends, juste après l'émission, pendant, ma mère m'a envoyé la traduction avec des commentaires. Alors voilà, c'est la citation de Archimède. S'élever au-dessus de soi-même et comprendre le monde. Ça c'est bien. Transire suum pectus mundoque potiri. Ouais, alors ma mère, elle m'écrit, ça veut signifier traverser son propre cœur et s'emparer de l'univers. Je suppose qu'il faut comprendre traverser comme franchir. Je te laisse méditer l'euphémisme de la traduction de potiri, le même verbe qu'on emploie pour s'emparer du pouvoir.